Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Madame Myrto Ribal-Rilos. Vous êtes chercheur, Madame, en langue et culture régionale. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Oui, je suis chercheur en langue et culture régionale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que vous avez enseigné en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et également en France. Oui, c'est exact. J'ai pu donc comparer un petit peu donc non seulement les modes d'enseignement, mais aussi les élèves. C'était très intéressant. Et ce qui a particulièrement attiré votre attention, ce sont les espaces caraïbes et guyanais. C'est exact. J'ai été formée pour justement travailler dans ces espaces, notamment sur tout ce qui est l'anthropologie, l'histoire et l'histoire de ces sociétés. Et les structures générationnelles également aussi, il faut le souligner. Absolument, parce que ça fait partie de l'anthropologie et ça permet de mieux comprendre les fonctionnements sociétaux de ces trois départements. Et il faut quand même rappeler que ce qui vous a certainement attiré le plus, ce sont les modes de transmission du savoir que vous allez également mettre dans vos livres, puisque vous allez effectuer plusieurs publications dont on va parler tout à l'heure. C'est exact, plusieurs publications, aussi bien donc romancées, mais aussi du point de vue recherche, ça a été mon point essentiel, hein, mon point d'attention. Voilà. Alors justement, avant de parler de ces livres, intéressons-nous à votre parcours scolaire, Myrto Ribal-Rilos, vous qui avez eu comme enseignant Édouard Glissant En effet, et directeur d'école, d'établissement. oui, M. Édouard Glissant était directeur de l'établissement de l'Institut martiniquais d'études que j'ai fréquenté à partir de la première et aussi pour ma terminale. Et j'ai eu le bonheur et la chance d'avoir comme proviseur, en fait, M. Édouard Glissant et également professeur de philosophie. Étudié aux Antilles, en Martinique, mais né en Guyane avec un enracinement exceptionnel, incroyable, extraordinaire en Guyane. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'être élève des sœurs religieuses de Cluny dès l'âge de 3 ans. Et c'est vrai que la rigueur donc de l'enseignement que l'on dispensait à cette époque dans cette école a été quand même importante, cette rigueur pour ma formation, pour plus tard, pour que je sois beaucoup plus rigoureuse dans mon travail et attentive à toutes les sensibilités également. Et vous avez fréquenté au cours de votre parcours scolaire principalement des établissements pour filles, des établissements catholiques. C'était un choix de vos parents? Absolument. Ma mère étant extrêmement, enfin très très proche de l'Église catholique, elle a tenu à ce que je sois dans des écoles catholiques. Donc d'abord ici en Guyane, ensuite à Paris dans un établissement Sacré-Cœur, le 17e Sacré-Cœur de Paris. Après à Bordeaux également dans un établissement religieux. C'était très intéressant parce que j'ai carrément fait le grand écart quand je suis arrivée en Martinique dans l'Institut martiniquais d'études où là par contre il était question surtout de laïcité et avec des horizons et des intérêts totalement différents. Ce qui ne vous empêche pas aujourd'hui d'avoir un certain recul et une certaine hauteur sur des questions notamment religieuses. Il était difficile pour moi de faire autrement parce qu'étant donc en anthropologie des sociétés créoles, il n'échappe à personne que ces sociétés ont ce côté religieux. Ce sont des cosmogonies dont on ne parle pas, mais qui sont bel et bien présentes. Ça a été une partie de mon travail dans ma thèse. Et pourquoi avez-vous épousé le domaine de l'enseignement? Est-ce que cela, c'est pour vous une vocation? Ça a été une vocation très tôt. J'ai voulu être enseignante. La première fois que j'ai enseigné, j'avais 16 ans. Je transmettais à des jeunes
qui étaient des amis de la famille du latin. Et puis après, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais je crois que la vocation est née quand j'ai vu ce que faisait l'équipe d'Édouard Glissant, les nombreux professeurs qui étaient là, ils étaient tous dans la même façon de voir, c'est-à-dire que c'était clairement des gens qui étaient indépendants, qui avaient une vision non seulement de l'enseignement, mais de ce que devraient être nos sociétés. Et cela m'a attirée. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'enseignement. Alors vous qui aviez côtoyé Édouard Glissant, qu'est-ce qui le caractérisait? Était-ce la rigueur, l'excellence, le goût du travail bien fait? En tout cas, il exigeait de nous rigueur et également excellence. Il était hors de question que nos trimestres s'achèvent avec des notes frôlant le 9 ou le 10. C'était impossible. Si nous étions là, il nous faisait venir dans son bureau et nous avions droit à des remontrances soutenues. Non, il voyait en nous une possibilité justement de faire de nous des personnes pouvant plus tard intervenir dans cette société en apportant des choses intéressantes. Donc, il nous a vraiment formés. Et ce goût pour les lettres, pour l'écriture, pour l'histoire, pour l'ouverture sur le monde, c'est lui également qui vous l'a quelque part transmis? Alors, en fait, très jeune, j'étais avec ma mère. Je suis partie très tôt de la Guyane. J'avais 6 ans et j'ai découvert un monde différent. J'ai découvert la France et je crois que ça m'a un petit peu interpellée. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs voyages dans plusieurs parties d'Europe et aussi de la Caraïbe. Du coup, j'ai eu envie de voir les choses différemment et j'ai compris que de toute façon, nous ne pouvions rester enfermés dans notre cocon. Il est absolument nécessaire de s'ouvrir à d'autres pensées, d'autres mondes, d'autres modes de fonctionnement dans la Caraïbe. De l'enseignement à la littérature, aux publications, il n'y a qu'un pas. Et c'est celui-là que vous avez emprunté puisque vous allez vous mettre à écrire. Et votre premier ouvrage s'intitule Ballade guyanaise. Parlez-nous un peu de ce livre. S'agit-il d'un roman? Alors, non, le tout premier, c'était Pierrat. Pierrat a reçu, a été nominé au niveau du prix Carbet des lycéens et cela m'a effectivement encouragée à écrire Ballade guyanaise. Mais si Pierrat est un roman et c'est le roman de l'itinérance, Ballade guyanaise est avant tout un recueil de poésie qui me permettait de parler de la Guyane, de parler de tout ce qui m'était cher, de mes proches et de parler aussi de mon implication avec la nature, avec tout ce qu'il y a comme joie au niveau de cette nature. Pierrat, c'est en quelque sorte le choc des mondes, un parcours de vie qui a été sélectionné, comme vous le disiez tout à l'heure, par le jury du prix Carbet de lycéens 2014, un ouvrage paru en 2012. Oui, il a été donc édité. En fait, je suis partie pour faire l'édition en France avec Jet d'encre. L'intérêt de cet ouvrage, c'était surtout, d'une part, de montrer justement ce côté générationnel, ce côté, je dirais, pas de transhumance parce que ça n'est pas le mot, mais en tout cas d'itinérance dans toute la Caraïbe et montrer que beaucoup parmi nous en Guyane et aussi dans la Caraïbe, nous avons vécu cette itinérance, mais montrer que malgré cette itinérance, il y a cette permanence de tout ce qui est représentation du monde et forcément de transmission. Oui, vous y parlez de cette vague migratoire dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Quelque part, on a besoin de circuler et les peuples ont toujours circulé dans cet espace. Toujours, depuis toujours, et je sais que aussi bien du Brésil à la Guyane, aux Guyanes, je devrais dire pratiquement toutes les Guyanes, et elles sont nombreuses, ces Guyanes, plus le Brésil,
avec la Caraïbe, il y a toujours eu une circulation intense et ça serait dommage de se priver de cette histoire qu'il faut rechercher. Et cette histoire est aussi pratiquement dans nos veines puisque nous, en Guyane, nous avons reçu aussi bien les personnes en provenance du Brésil que celles en provenance de la Caraïbe. Ces personnes ont été chassées soit par les événements naturels, soit tout simplement par des besoins économiques. Un espace dans lequel où les cultures s'entremêlent. Voilà, comme disait Monsieur Glissant, eh ben c'est un tout monde, c'est un bassin, un laboratoire qui est exceptionnel et qui est rare, où toutes les cultures et les gens de tous les pays du monde viennent se retrouver et ont un vivre ensemble qui est exceptionnel. Le fait de trop se mélanger, est-ce que l'on ne risque pas de perdre son essence même? Alors effectivement, il y a parfois dans certaines sociétés des seuils et une nécessité de préservation quand vraiment les nombres sont extraordinairement élevés, c'est certain. Euh, il faut laisser les populations avec le dynamisme de la langue, par exemple, qui est le support de la culture. Il faut laisser ces populations, eh bien, faire en sorte que leur essence même soit préservée. Alors, entre Pierre Rap, ah oui, en 2012 et Balade guyanaise 2019, entre les deux, ben, il y a eu Mélodie d'eau. Oui, c'est vrai. Mélodie d'eau, alors destinée à des jeunes adolescents. C'était une commande donc du conseil régional de la Guyane à l'époque, et il s'agissait de faire en sorte que nous puissions euh, stimuler, disons, l'imaginaire de nos jeunes en partant de nos mythes. Et c'est ainsi que nous avons toutes les trois auteurs qui ont été donc sélectionnés, nous avons utilisé des personnages particuliers, des personnages mythiques, notamment en ce qui me concerne Masky Lily, mon autre collègue a utilisé Maman de l'eau et il y a eu aussi Maître Bois. Voilà. Et quels sont les retours que vous avez eus suite à la sortie de ce livre? Alors, on ne le trouve plus. Voilà, c'est extrêmement embêtant. C'est bon signe, hein. C'est-à-dire il a eu un succès incroyable, énorme. Oui, il a eu beaucoup de succès. Il a été vite mis dans les écoles et ça a bien fonctionné. Les gens ont été très intéressés. Mais là, c'est vrai que nous ne retrouvons plus Mélodie d'eau. Et votre œuvre la plus récente date de 2022, s'intitule Nuits intégrales. Prix panamazonien, c'est un livre qui a été remarqué par la critique. Oui. Alors, j'ai été donc sélectionnée pour ce prix panamazonien et je l'ai obtenu. Il a été bien, disons, accepté tant en Guyane qu'en Martinique, en Guadeloupe et aussi en France. J'ai eu l'occasion donc de faire aussi bien des radios que des télévisions dans les deux départements à ce sujet. Et ce livre a interpellé les personnes et elles ont été quand même satisfaites. Pouvez-nous faire un pitch de cet ouvrage, un résumé rapide? Oui, un résumé rapide. Il s'agit donc d'un personnage qui est tout simplement enseignant à Melchior Égaré et qui a des aventures surprenantes. Déjà dans la journée, il est vraiment dynamique, c'est vraiment un professeur, mais dès que la pleine lune arrive et que la nuit, justement, au moment de la pleine lune arrive, il se remémore, on dira, des vies passées, notamment celle d'une femme qui était dans une habitation sur les hauteurs de Regina
et qui s'est battue pour sa liberté. En effet, elle était dans une habitation où le maître n'était pas vraiment correct et elle a dû donc se battre et soutenir ses compagnons. Ils ont eu gain de cause puisque l'habitation a tout simplement brûlé et elle a continué son chemin. Alors, ce qui était important aussi à montrer, c'est que les esclaves qui étaient là ont eu le soutien des Amérindiens qui étaient pas très loin et c'est avec eux aussi qu'ils ont pu organiser leur combat. Toute ressemblance avec des personnages réels sont fortuites. Absolument fortuit. Cette ressemblance pourrait être complètement fortuite. Cependant, bien évidemment, on retrouve des événements qui se sont produits. On peut encore se procurer ces ouvrages? Oui, à Cultura et dans les autres librairies aussi, l'ouvrage Nuit intégrale est là et je suis en train de recommander Pira pour faire en sorte qu'il soit à nouveau référencé ici à Cultura. Pour Balade guyanaise, c'est épuisé. Voilà, il y en a plus. Donc, je pense faire une réédition avec d'autres poèmes, d'autres nouveaux poèmes. Voilà. Quels sont vos projets d'écriture? Alors, euh, il y a un livre, alors suite à une résidence d'artiste au Brésil, il m'a été demandé donc d'écrire un petit opuscule que j'ai réalisé, qui s'appelle Le bouclier de la mer, et que c'est la CTG donc qui a passé commande et ils vont certainement faire un ouvrage collectif qui sortira bientôt. Je viens de sortir un autre ouvrage, un petit opuscule qui s'appelle aussi Culture de cyclone, mais vraiment celui-là est orienté vers ces météores qui dévastent tout et il s'agit de la transmission des savoirs des personnes âgées vers les jeunes à propos donc des cyclones. Voilà. Madame Myrto Ribal-Rilos, peut-on échanger avec vous via les réseaux? Oui, c'est possible. Je suis sur LinkedIn, je suis aussi sur Facebook et également sur WhatsApp. Voilà, je crois que c'est facile de me joindre. Bon, je suis aussi à l'université, donc à la formation universitaire continue, donc on peut également me joindre là. Je suis facilement joignable. C'est vrai que passer des plus jeunes aux adultes en matière d'enseignement, est-ce que ça a nécessité une approche différente? Certes, nous ne pouvons conduire une classe de seconde, première, terminale, BTS comme on conduit des étudiants de master. C'est différent. Cependant, la chose essentielle, c'est l'amour de l'enseignement et donc c'est le respect de l'étudiant, de l'élève et la volonté de l'aider, quelles que soient ses difficultés, à poursuivre et à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. On a besoin, vraiment besoin dans ce pays de personnes formées. Myrto Ribal-Rilos, merci. Je vous remercie.